Bonjour, je m'appelle Laura Maria Caldarone et voici The Long Haul, une série en ligne sur le Covid long Covid. Avec nous, on a Patrick Lesborgne de France. Bonjour Patrick. Bonjour Laura. Merci d'être ici et avec nous. Tu as une famille qui a Covid long. Et bon, on commence. J'aimerais bien que tu parles un peu de ta famille et de toi. Alors, nous sommes quatre, enfin, Karine et ses deux enfants, Manoa et Émilie. Nous avons certainement contracté le coronavirus au mois de février, ou janvier ou février, on ne sait pas trop, 2020. Et donc, juste avant le confinement en France. Et on a vécu le confinement avec le début de la maladie, où on n'a pas pu être soigné, puisqu'à l'époque, on ne soignait pas et on disait de rester chez vous, fallait pas sortir de chez soi. Et par la suite, alors moi, je m'en suis remis assez facilement. Et par contre, Karine et ses enfants ont développé tous les trois des séquelles complètement différentes. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Et Karine a eu pas mal de problèmes différents chaque semaine. Chaque semaine, elle avait des séquelles différents, des problèmes neurologiques, des problèmes de respiratoire, des problèmes cardiaques. Euh, Enfin, elle a noté, je ne sais pas combien sur une liste, je ne sais pas combien de séquelles différents. Et à chaque fois, toutes les semaines, je me dis, mais tu vas pas t'arrêter, quoi. À chaque fois, il y avait quelque chose de différent. Elle, ça a été ça. Manoa, lui, était complètement fatigué. Il a commencé à dormir énormément, à ne plus pouvoir faire ses cours à la maison, parce qu'on avait des cours à faire avec lui à la maison. Et en fait, au début, je pensais qu'il était un petit peu feignant, qu'il jouait un peu la comédie. Mais ça a duré très très longtemps. Et surtout, il s'est mis à dormir de plus en plus, jusqu'à dormir entre 16 et 20 heures par jour. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est pas de la comédie. Il était très fatigué. Il se réveillait. Il mangeait vite fait. Et puis il nous demandait s'il pouvait aller se recoucher. Un garçon de 12 ans qui a fait beaucoup de sport, qui était habitué à faire beaucoup de sport, qui était une petite pile et qui bougeait toujours, là, dormir entre 16 heures et 20 heures par jour, on s'est dit qu'il y avait un gros problème, quoi. Ça, c'était Manoa. Mélie, elle, a commencé à maigrir. Elle a maigri très rapidement. Pareil, on se demandait pourquoi, parce qu'elle mangeait la même quantité que d'habitude, la même quantité d'aliments que d'habitude. Donc on n'a pas compris pourquoi elle maigrissait. Voilà. Et leur état n'a fait qu'empirer à partir du moment où on pensait que le Covid était derrière. Et ben le Covid long a commencé. Et là, depuis, ça n'a jamais arrêté vraiment. Il y a des fois des mieux. Il y a des périodes où ça va beaucoup mieux, où tout le monde se sent un petit peu mieux, ou alors euh, Karine se sent mieux, mais ses enfants non. C'est un petit peu la balance, quoi. Voilà, donc on essaie de vivre avec ça. Des fois, tout le monde va bien, donc c'est bien, on en profite. Et des fois, il y a toujours un cas qui est pas bien, quoi. Donc, c'est pas évident de vivre tous les jours avec ça. Et Voilà. pour comprendre mieux, parce que maintenant vous avez dit qu'il y a des fois quand c'est tout le monde dans la maison qui va mieux, non? Et en pensant que ça, c'est depuis l'année dernière, depuis février, qu'est-ce que ça veut dire que ça va mieux? On dit c'est une question de jours, de semaines, de mois que ça va mieux ou c'est C'est une question de jour. jours? C'est une question de jour. Pas de semaine. Jamais de semaine. Ça fait depuis 2 ans maintenant. Non, on vit. Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre au jour le jour. C'est-à-dire profiter de la journée où ça va bien pour faire des choses. Sachant que dans le cas de Karine, quand on fait quelque chose une journée, faut faire attention aussi à ne pas faire quelque chose de trop fatigant. Parce que sinon, après, par la suite, elle met une journée ou deux, voire une semaine à s'en remettre. C'est-à-dire qu'elle est complètement épuisée, qu'elle est obligée de rester au lit
de se reposer. Et puis elle est mal surtout, elle peut avoir des tremblements dans la nuit, elle peut se réveiller et être pas bien du tout, ne pas contrôler des mouvements, donc c'est pas du tout agréable pour elle. Donc on est obligé, moi qui suis en pleine forme, je suis obligé de dire à Karine des fois de se calmer, d'aller un peu plus doucement sur certaines choses pour éviter qu'elle soit malade après, qu'elle ait le contre-coup. Mais c'est lequel le changement plus grand que vous voyez avec Manoa, avec Mélie, avec Karine? Le changement de rythme, tout bêtement, hein. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire maintenant. Là, on est obligé de calculer tout. Alors, au niveau fatigue, il faut toujours calculer, il faut toujours regarder ce qu'on va faire. On ne peut pas dire on va faire ça et y aller. On dit on va faire ça si on est en forme. S'il y a quelqu'un qui n'est pas en forme, on ne le fait pas. On fait attention à ça. On est obligé. Il y a plus de spontanéité comme avant. Voilà. Maintenant, on est obligé de tout calculer, de faire très attention et de gérer tous les efforts qu'on va faire. Voilà, parce qu'on sait très bien que sinon après, quel que soit Karine, Manoa ou Mélie, on sait très bien qu'après, il va y avoir un temps de récupération et voilà, des humeurs différentes, des fatigues différentes. Et voilà, donc on essaye d'être le plus soft possible au niveau des activités, de façon à pas trop nous fatiguer. Enfin, ce qui est très dur à vivre aussi, c'est que ça soit pas pris en charge. Que là, on est un petit peu... J'ai l'impression qu'on est laissé à l'abandon. On essaie de s'en sortir tous les jours. Et c'est très dur tous les jours. Vraiment, tous les jours, on vit avec ça tous les jours. Et on n'a pas de personne en face de nous qui soit nous dirige, soit enfin, on n'a pas d'écoute attentionnée. On est un cas intéressant. C'est ce que je vois. Hein. Des fois, on voit des spécialistes, on a un cas intéressant. Donc, on fait des examens, on fait plein de batteries d'examens. Et ensuite, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'on nous laisse avec nos séquelles, enfin, avec leurs séquelles. Et ça, c'est très dur à vivre parce qu'il n'y a pas d'amélioration et on ne sait pas quoi faire. Et à ces âges-là, il y a la scolarité. Là, Manoa ne peut plus travailler, ne peut plus aller à l'école, donc il est à la maison, il n'arrive pas tellement à faire ses devoirs. Nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des professeurs, donc on ne peut pas essayer de rattraper le retard qu'il a. On n'y arrive pas. Et puis, on n'arrive pas à le diriger dans sa maladie parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Donc, comment faire avec un enfant qui n'arrive pas à se concentrer? Mélie, elle est obligée de faire son baccalauréat à la maison aussi, en 2 ans. On va essayer de faire ça en 2 ans. Mais même au niveau de l'inscription du CNED d'école à distance, c'est pas franchement évident, c'est pas prévu. On a plein de bâtons dans les roues. Karine essaie de se débrouiller pour faire une inscription avec les options que Mélie veut, mais ça n'existe pas. Enfin, il y a plein de problèmes quel que soit le côté où on voit, il y a plein de problèmes qui arrivent et qu'on ne maîtrise pas. Et on n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide. Voilà, on n'a pas d'assistance sociale qui sont spécialisées dans une longue maladie. Il y a rien pour nous aider. Donc, Karine est obligée de faire tout, enfin, pour gérer sa famille, pour gérer la famille. Et elle ne travaille pas à cause du Covid long, mais elle passe toutes ses journées à essayer d'arranger les choses, quoi. Et c'est pas normalement, ça devrait être pris en charge ou qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Mais là, on n'a aucune aide, aucune aide. Donc ça, c'est très lourd pour moi. Je me sens tous les jours, je me sens inefficace. Je me sens inefficace parce que je peux pas franchement les aider. Et je suis juste spectateur des fois. Il y a plein de séquelles différents qui peuvent arriver et on vit au jour le jour. On vit au jour le jour en fonction de l'état de santé de chacun. Voilà. Oui, parce qu'à la fin, même si on est une personne qui dit, bon, je vais essayer, je vais comprendre, je vais aider, si ça change chaque jour, si c'est pas la même chose, comment tu fais à savoir? Et voilà.
On fait pas. On vit, on vit avec. On fait pas. On est là pour moi pour les accompagner des fois. Hein, je suis là juste pour comprendre et puis, enfin pour être à côté d'eux et les accompagner. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a juste les rassurer, leur dire que de toute façon, bah, il faut être patient. Même si des fois, je ne sais pas combien de temps il va falloir patienter. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Et en plus, on n'est pas franchement suivi. Donc, bah, il n'y a rien d'autre à faire. On espère que le lendemain va être mieux. C'est tout. C'est aussi les médecins, non? Même aujourd'hui, dans la deuxième année de la pandémie, il y a encore des médecins qui disent non, Tout à c'est- fait. Ça n'existe pas, mais il y a plein de gens, hein, enfin, tout autour de moi. Moi, j'en parle le moins possible. J'en parle le moins possible, sauf quand je suis obligé de le faire. Voilà. L'incompréhension des autres, oui, c'est dur à vivre. Et surtout, mais alors le pire, je crois que c'est l'incompréhension du corps médical. Et, et l'incompréhension et le manque d'empathie. Hein, il y a beaucoup de manque d'empathie. Quand c'est des gens qui sont intéressés parce qu'ils connaissent, et pour les gens qui n'ont pas d'empathie du tout, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça doit être autre chose. C'est neurologique ou c'est psychiatrique, mais c'est pas ça. C'est pas un Covid long. Donc c'est dur à vivre, c'est très dur à vivre parce que nous on le vit tous les jours et on voit les changements de chacun. Enfin moi je vois les changements de chacun tous les jours. Je sais que c'est pas psychiatrique. En plus, comme c'est pas reconnu, ou alors les gens affirment, que ce soit à la télé ou dans les journaux, affirment que le Covid long pédiatrique n'existe pas, bah, tout le monde pense que le Covid long pédiatrique n'existe pas. Les gens ne vont pas forcément voir sur les réseaux sociaux de Covid long des groupes spécialisés. Les gens qui ne sont pas concernés ne vont pas sur ces groupes-là. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Et donc, on peut pas. Moi, régulièrement, à chaque fois que je parle, quand j'en parle, que je dis bah, que les enfants ont un Covid long, on me regarde, on me dit bah non, mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Les enfants ne peuvent pas avoir un Covid long. Les gens qui sont au courant qu'il y a du Covid long. Donc voilà, donc c'est pas évident à vivre, ouais, ça c'est sûr. Et je préfère me taire, je préfère en parler à ma psychologue qui me comprend et pas à tout le monde, quoi. horrible. Ouais, 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 dur, dur, dur. non, c'est pas évident à vivre. Et surtout, on voit pas le bout du tunnel. C'est ça le problème. C'est qu'on sait pas trop comment ça va se passer par la suite. Il y a plein d'autres problèmes. Hein. C'est une angoisse aussi bien pour elle parce que, mais c'est surtout aussi pour ses enfants. Ça, je peux le comprendre. Elle, c'est une chose, mais en plus, c'est très dur pour elle parce comme je vous disais tout à l'heure, elle s'occupe de sa famille à fond tous les jours. Et donc, son angoisse, des fois, avant de se coucher, c'est de dire, mais comment je vais faire pour retrouver du travail? Comment je vais faire? Parce que comment gérer tout ça? Donc non, c'est pas du tout évident. Il n'y a pas d'aide. Je vous dis encore une fois, personne n'est là pour comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, elle est obligée de gérer tout toute seule et c'est pas évident. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est de la soutenir dans ce qu'elle fait, voilà, de faire que ça soit bien, qu'elle vive mieux tous les désagréments de sa vie actuellement. Voilà. Oui, mais comme vous avez dit, il y a des fois, trop de fois, vous ne Ouais. pouvez rien faire, non? Parce Oui, que, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, mais des fois, juste écouter et écouter les problèmes des autres, déjà, c'est déjà pas mal pour la ouais. personne qui est en face. Si vous pouviez donner un message à quelqu'un d'autre qui a également un être cher comme vous avez, avec Covid long, qu'est-ce que vous diriez? On sait très bien qu'on ne va pas avoir des solutions immédiates et que la maladie ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, il faut être patient. Il faut l'accepter et puis surtout en parler aussi. Il faut aussi prendre soin de soi et savoir un peu s'isoler et se ressourcer.
Et heureusement, j'ai une femme formidable, j'ai Karine qui est formidable et qui accepte très très bien ça et qui même me pousse à le faire de temps en temps quand elle voit que je suis fatigué et que j'en ai besoin. C'est elle qui me dit tu devrais prendre un peu de temps pour toi et t'isoler un peu et va dans ta maison et fais autre chose. Donc ça me permet de revenir et d'être encore plus amoureux et plus attentif à leur maladie. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est compliqué, c'est dur. Pas seulement la pandémie, bien sûr, mais surtout le Covid long. Et il faut faire attention à soi-même et aux autres, Oui, hein. oui. Patrick, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous raconter un peu de cette histoire, de l'histoire de Karine, de Manoa et de Mélie. Et bon courage et merci. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec nous aujourd'hui, on a Karine, Mélie et Manoa de France. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. La première chose, c'est bien sûr merci à vous trois d'être ici avec moi. Et commençons. Vous êtes ici parce que vous êtes toute une famille avec du Covid long. Donc nous, on a le Covid long depuis février 2020. Alors on est tous les trois touchés. Donc Manoa qui a 12 ans actuellement, Meili qui a 18 ans et moi j'ai 46 ans. Alors on a été malade tout d'abord, Manoa, moi et mon ami, on a été malade en février. On a eu des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête. Manoa et moi, on a eu de l'asthme, on est asthmatique, on avait plus d'asthme que d'habitude. À l'époque, on ne disait pas que c'était le Covid parce qu'on parlait du Covid comme une maladie respiratoire et les problèmes gastro, les maux de tête ne faisaient pas partie de la liste des symptômes en février 2020. Donc on a passé plusieurs examens pour chercher pourquoi on avait tous ces problèmes. On n'a pas réellement trouvé. Et les autres symptômes sont arrivés petit à petit en mars. Notre état s'est aggravé, d'abord le mien et ensuite celui de Manoa. On a eu là tout un tas de symptômes en plus, donc des problèmes respiratoires, des maux de gorge, des malaises. Voilà, il y a eu énormément de symptômes. Et Meili, elle, de son côté, était complètement asymptomatique. Et par contre, elle s'est mise à maigrir de plus en plus, sans aucun symptôme de plus que l'amaigrissement. Voilà, donc ça, et depuis cette date-là, voilà, on a des symptômes qui vont, qui viennent. Il y a certains jours où ça va mieux, certains jours où ça s'aggrave. On a des symptômes qui arrivent aussi sur le tard. Moi, j'ai eu des nouveaux symptômes à 14 mois, par exemple, de Covid, qui sont venus se rajouter. De temps en temps, ils disparaissent pendant un mois ou deux, et puis ça revient après. Voilà pour l'histoire de la maladie. Donc, en gros, Manoa, ça a été plutôt... en plus des symptômes, ça a été plutôt une hypersomnie. Il s'est mis à dormir jusqu'à 21 heures par 24 heures pendant 2 mois, 3 mois. Après, ça allait mieux. Après, il recommençait à dormir pendant 1 ou 2 mois. Et il a eu énormément de problèmes, en fait, de concentration, de changement de comportement, changement d'humeur. Et on a su, à 16 mois de Covid, on a su qu'il avait 5 zones d'hypermétabolisme au cerveau. Ce qui explique en fait la plupart de ses symptômes. Meili, elle, a perdu en 1 an, elle a perdu à peu près 17 kilos. Elle a une gastroparésie, c'est-à-dire que son estomac ne fonctionne plus correctement, ne fait plus son travail. On l'a découvert aussi très tard. Les médecins ont cru que c'était une anorexie mentale. Finalement, ils ont dit que c'était pas ça.
Et on a fini voilà, par monter à Paris, voir des spécialistes qui ont dit que c'était une gastroparésie post-virale. Ça arrive de temps en temps. Donc, elle a été hospitalisée en tout 4 mois et demi, à cause de cette gastroparésie pour qu'elle récupère un peu de poids. Elle a eu une sonde pour récupérer un peu de poids. Et à l'heure actuelle, les 2 enfants sont déscolarisés. Ils ne sont pas en capacité pour la 2e année consécutive de reprendre leurs études. Moi, je suis également toujours en arrêt maladie pour une énorme fatigue. On m'a diagnostiqué une encéphalomyélite myalgique, tout comme Manoa. C'est-à-dire que dès qu'on fait le moindre effort, nos symptômes s'aggravent quelques jours après, quelques heures ou quelques jours après, avec des symptômes qui reviennent et une fatigue terrassante. Émilie, pour tes symptômes, parce qu'il y a eu un moment, non? Donc, quand tu as vu, OK, maman, elle va pas bien, mais il y a quelque chose qui va pas bien avec moi. C'était un truc comme ça, d'un jour à l'autre, où tu voyais que tu maigrissais, tu voyais que tu n'aimais pas bien manger ton repas de toujours, je sais pas. En fait, j'y ai pas vraiment fait attention et accordé de l'importance aux éventuels signes qui pouvaient me faire dire qu'il y avait un problème. Parce que tout simplement, de base, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème de santé. Donc, j'y fais pas vraiment attention. Et à côté, j'avais ma mère très affaiblie. Donc, je faisais plus attention à sa santé, à comment elle se sentait, plutôt que comment moi je pouvais me sentir. Et éventuellement, du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de remarquer cet amaigrissement de manière significative et d'en voir le danger. Et pour toi, Manoa, qu'est-ce que tu te rappelles comme dernier souvenir dont tu allais bien, tu étais en forme? C'était quand ou comment que tu as vu ou tu as dit à maman ou à ta sœur qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien avec ta santé, avec toi? Il y a trop de questions en même temps. Ok, pardon. C'est pas grave. Donc, la dernière fois, les souvenirs de quand tu étais enfant. Je sais pas. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu veux ta balle anti-stress? Elle est où? Je vais la chercher, ranger le papier sur le top. Je vais la chercher, tu viens avec nous? Ce qu'il n'avait pas avant, en fait. Il est très anxieux maintenant. Il est très anxieux, il a du mal à communiquer. Quand on lui pose des questions, il est souvent je ne sais pas, il n'arrive plus à s'exprimer. Parce que dans les hypométabolismes, il a certains endroits des émotions qui ont été touchés. Et on le voit vraiment beaucoup, en fait. Il y a vraiment un avant, après le Covid pour nous. Donc, voilà, il a vraiment du mal à s'exprimer. Quand tu veux, je fais la question ou on passe on passe à d'autres questions et après, qu'est-ce que tu préfères, Manoa? Tu veux répondre à la première question sur ce que tu aimais faire avant, tes activités avant et tout ça? Manu? Manu?
Salut chérie. Ça va, on peut attendre. Et pour vous, Karine? Alors moi, je faisais du triathlon et des ultra-trails. Donc, juste avant d'être malade, j'ai fait un ultra-trail de 120 km et je m'étais inscrite sur un ultra-trail de 160 km parce que mon projet, c'était de faire un 220. Voilà, donc c'est ma passion. Ma passion, c'est ça, c'est courir en montagne et voir mes limites, faire des triathlons, nager pendant 4-5 km. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui me manquent énormément. Surtout en ce moment où voilà, on vit des choses difficiles, j'aurais besoin d'aller en montagne et de me défouler en montagne et c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me manque et qui me coûte. C'est l'arrêt du sport et l'arrêt des ultra-trails, des triathlons, c'est quelque chose qui me coûte beaucoup. Et puis le fait de partager aussi avec les enfants, puisqu'on faisait énormément de sport, Manoa était très sportif, donc on faisait des épreuves ensemble, on partait randonner sur plusieurs jours en montagne avec Manoa. Donc voilà, c'est tous ces moments de partage, il faut les réinventer autrement et essayer de partager des choses d'une autre manière. Donc, on réinvente notre vie et notre façon de faire les choses en fonction de la maladie. Karine, tu nous as déjà raconté de ton parcours que c'était toi qui, les premiers mois, c'était tes symptômes qui étaient vraiment forts. Mais raconte-moi un peu de ton fils, de Manoir. C'était comment, c'était quand que tu as dit « Oh, oh ». Alors, j'ai vu les changements. Après, j'étais pas capable de les gérer. Vraiment, je j'ai pas vu au début que c'est quelque chose qui s'installait longtemps. C'est-à-dire que Manoa était malade, il a eu donc des problèmes gastro, des problèmes de maux de tête et des problèmes, les yeux qui brûlaient, il a eu des problèmes de cœur. Maintenant, il a un bloc incomplet droit depuis le Covid. Il faudra qu'il voit un cardiologue tous les ans suite à ça. Il a eu beaucoup de problèmes aussi de peau, de boutons, d'éruptions. Voilà, il a eu énormément de symptômes aussi, mais celui qui est le plus handicapant, et je ne m'en suis pas rendu compte de suite, c'est donc les hypométabolismes cérébraux. En mars, on a été confinés, il y a eu des cours à la maison. Donc, les enfants devaient travailler à la maison et moi, j'étais pas très bien, donc j'essayais de le faire travailler les jours où ça allait un peu mieux. Mais je voyais qu'il ne voulait pas travailler, il se mettait dans un état de stress dès qu'il devait travailler, en mars, avril, mai. Et il n'arrivait pas à se concentrer, il n'arrivait pas à comprendre les énoncés. Il n'arrivait pas à écrire. Quand je lui disais écris ton nom sur une feuille, il se mettait à pleurer en me disant mais je ne sais pas le faire, je ne sais pas écrire mon nom. Donc au début, j'ai cru que c'était l'effet du confinement, le fait de travailler à la maison qui lui posait problème, parce que les enfants ont été perturbés par ça forcément. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème, voilà, qu'il était perturbé par la situation ou qu'il mettait de la mauvaise volonté ou que voilà, il n'y mettait pas du sien. C'est pas un enfant qui adore travailler, donc je me suis dit qu'il profitait un peu de la situation. J'ai pas compris. Donc, et ça a continué. Et j'ai pas compris ce qui se passait dans sa tête. Et moi, au bout d'un mois et demi après lui, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un brouillard cérébral. C'est-à-dire que je pouvais plus réfléchir, je pouvais plus me concentrer, je pouvais même pas faire une liste de courses. J'ai eu des hallucinations, mon cerveau ne fonctionnait pas bien du tout. Je ne savais plus rien faire, plus réfléchir.
Et j'ai compris, en fait, avec du recul, j'ai compris que c'est ce qu'avait Manoa. Et j'ai compris que c'était pas du tout de la mauvaise volonté, mais que son cerveau ne fonctionnait plus du tout. Donc j'ai essayé de discuter, de mettre des mots, comme moi je vivais en fait ce qu'il vivait, j'ai essayé de mettre des mots sur ça, et j'ai compris qu'il ne comprenait plus rien et qu'il ne pouvait plus rien faire. Et j'ai j'ai demandé plusieurs fois à des médecins qu'ils passent un TEP scan pour voir s'il allait bien, parce que j'avais lu des études, j'avais entendu des témoignages sur les hypométabolismes cérébraux post-Covid, et tout le monde a refusé. Il y a eu des refus de partout. J'ai fait 5 demandes auprès des médecins. J'ai mis 6 mois pour obtenir un TEP scan. Donc il a fini par l'obtenir à 16 mois de Covid. On a mis énormément de temps, et là on a vu qu'il y avait 5 zones d'hypométabolisme. À cette époque-là aussi, l'époque où je ne comprenais pas ce qui se passait, il avait des changements d'humeur, il n'arrivait plus à dire ce qu'il ressentait, il n'arrivait plus à dire s'il avait envie de quelque chose ou pas. Il avait des idées suicidaires, il faisait des crises de nerfs qui étaient très impressionnantes en regardant dans le vide, en se tapant la tête contre le sol. C'était vraiment très, très impressionnant. Et il me disait, ma tête est plus comme avant. Il me le disait vraiment avec ces mots-là. Il me disait, ma tête fonctionne plus, je suis plus comme avant. Et voilà, on a compris pourquoi quand on a eu les résultats de ce TEP scan. Et ça nous a fait, je crois, beaucoup de bien de savoir qu'il y avait une explication à ce changement d'humeur. Et les médecins, pendant longtemps, que ce soit pour les 2 enfants, les médecins disaient c'est dans la tête, c'est psychologique, ça doit être le confinement, ils sont frustrés. Moi, on m'a pris au sérieux assez vite finalement. Les enfants, encore à l'heure actuelle, c'est compliqué pour qu'ils soient pris au sérieux. De suite, on met ça sur le côté psy. On dit que c'est psychiatrique, qu'il doit faire des dépressions, que c'est dans la tête. Et heureusement qu'on a ces preuves-là, mais lui aussi a des hypométabolismes, elle a la gastroparésie. Heureusement qu'on a des preuves pour montrer maintenant aux médecins que c'était pas dans la tête du tout et que c'est pas psychiatrique. Mais ça a été très dur de leur faire comprendre. Voilà, on a mis presque 1 an et demi pour faire comprendre la gravité des choses et que c'était à prendre au sérieux. Pour Maïli, ils sont passés complètement à côté cet amaigrissement parce qu'ils ont dit que c'était une anorexie mentale. Donc, ils ont refusé de passer des examens, ils ont refusé de la montrer à un gastro-entérologue, ils ont refusé d'essayer des médicaments, ils ont tout refusé, ils ont dit que c'était dans la tête. Et l'hospitalisation a été très dure pour elle parce qu'il lui disait mais si tu maigris c'est que tu veux maigrir, si tu maigris c'est que tu dois te faire vomir. Donc il accusait en permanence d'être coupable entre guillemets de son amaigrissement, alors que les 10 premiers mois elle a maigri, elle mangeait très très bien. Après son estomac a arrêté de fonctionner et elle a perdu l'appétit, mais les 10 premiers mois, elle a perdu 11 kilos en mangeant très très bien. Et c'est dur d'être accusée de quelque chose alors qu'elle savait très bien que c'était pas ça. Donc elle a très mal vécu cette hospitalisation. On peut arrêter 2 secondes? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Manon, qu'est-ce qu'il y a? Non, Manon, tu ne mets pas dans cet état-là. Manon, arrête. Manon. Manon. Il fait ça depuis le Covid, justement, des grosses crises d'angoisse et d'anxiété qu'il n'avait pas du tout avant. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Désolée.
J'aime du tout, hein. Non? Pourtant, il a déjà fait des interviews, il a fait des reportages et tout, donc je comprends pas du tout pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Bon, il doit être plus fatigué que les autres jours. Plus fatigué ou peut-être il aime pas les questions, je sais pas. Peut-être les questions sont... D'habitude, ça va, hein. D'habitude, ça va, mais là, c'est compliqué. On a vu bien, on a compris un peu de comment ce parcours a changé votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire avant? Qu'est-ce que vous pouvez plus faire? Euh, c'est quoi le long COVID, le COVID long pour vous? Euh, le long Covid, c'est une maladie où on a sans arrêt des surprises, c'est-à-dire des surprises dans les symptômes, des nouveaux symptômes qui partent, qui reviennent. On a sans arrêt des surprises sur notre état. Un jour, on est bien, on ne sait pas pourquoi. Le lendemain, on est couché avec plein de symptômes, on ne sait pas pourquoi. On ne peut rien prévoir. C'est compliqué de prévoir quoi que ce soit parce que je ne peux pas prévoir à l'avance dans quel état je serai jeudi ou vendredi. Je ne peux pas prévoir ce qu'une activité va me faire. Alors, je commence à maîtriser, je commence à avoir l'habitude. Je sais que faire les courses, il me faut un jour ou deux pour m'en remettre. Je sais que voir un ami, par exemple, ça me fatigue beaucoup. Je mets une journée pour m'en remettre. Faire à manger, il va me falloir 3 heures pour m'en remettre. Donc, mais ça reste quand même très aléatoire et voilà, c'est une maladie pleine de surprises où on ne peut rien prévoir. Rien prévoir d'un jour sur l'autre, rien prévoir d'un mois sur l'autre, rien prévoir même d'une heure sur l'autre. On peut paraître très bien, en pleine forme, et puis 2 heures après, être au lit et ne pas être bien. Et il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation de cette vie-là et faire un deuil de qui on était avant. Le long Covid, c'est ça, c'est faire le deuil et accepter. En espérant, en espérant toujours que on trouve des traitements ou qu'on se guérisse même naturellement. Comme message, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres personnes qui ont depuis longtemps le COVID long ou depuis seulement maintenant ils ont compris? Oui, moi c'est vrai que je pense qu'il faut être proactif, c'est-à-dire même quand les médecins ne nous croient pas ou il ne faut pas rester sur un médecin. Si ce médecin-là ne croit pas à la maladie, ne croit pas à ce que l'on raconte, il ne faut pas hésiter voilà, à changer de médecin et aller voir des gens qui s'intéressent au Covid et qui peuvent... alors, il n'y a pas de traitement, mais déjà, rien que d'avoir un médecin qui nous soutient et qui nous croit, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. Donc voilà, il faut se faire confiance et il faut s'écouter et ne pas hésiter à changer voilà, de médecin si besoin. Et se rapprocher surtout, ça c'est vraiment très important, se rapprocher des associations, des groupes, des malades qui vivent la même chose parce que c'est très aidant. Ça permet de voir que d'autres personnes vivent la même chose, ça permet de ne pas être coupé et de ne pas se sentir trop seul. Ça permet d'avoir d'autres témoignages. C'est comme ça que j'ai découvert que d'autres malades pouvaient perdre jusqu'à 30 kilos. Ça permet voilà, de ne pas être éloigné et de savoir vraiment ce qu'est le Covid et, et de discuter, d'échanger, de se soutenir et d'avoir peut-être des aides, des petites astuces pour améliorer telle ou telle chose. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup de soutien. Il ne faut pas rester seul dans son coin avec cette maladie. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi à Manon. J'espère que ça ira mieux plus tard aujourd'hui. Ouais. Et c'est tout. Vraiment, bon courage.
Et Merci. merci d'avoir pris du temps pour raconter votre histoire avec le COVID long. Merci à toi de t'y intéresser.